J'avais dit plus jamais. Après la façon dont elle m'avait traité à la fin, alors oui, au début, la relation était parfaite. Mais après 4 années incroyables, il faut l'admettre, c'était plus pareil. Mais je l'aimais, alors je suis resté. Jusqu'au bout, j'espérais retrouver ce qu'on avait au départ. Tout ça pour que ce soit elle qui m'abandonne. Elle a tout détruit en partant. Ça aurait été triste, si ça avait pas été aussi pitoyable. Mais au moins, j'ai pu réaliser que notre relation, ça allait plus du tout. D'un coup, j'étais libre. Une nouvelle vie sans elle, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Mais faut l'admettre, aucune lui arrivait à la cheville. Je dis pas qu'il n'y en avait pas des biens, même certaines meilleures. Mais il n'y en avait aucune qui était faite pour moi. Aucune avait cette ambition, cette volonté d'aller plus loin, cette magie. Alors quand elle est revenue avec un nouveau nom, en promettant qu'elle avait changé, je lui ai donné une deuxième chance. Je lui ai dit, déçois-moi encore une fois et c'est fini. Ça fait 2 ans maintenant qu'on s'est retrouvés et ça se passe bien. Pour le moment, je peux le dire, je suis heureux. Nous, à la base, on parlait de Game of Thrones. Bah oui, moi aussi. Ok, j'ai déjà beaucoup parlé de ma déception terrible à la fin de Game of Thrones, quand les 2 autres guignols ont torché la série pour partir faire une trilogie Star Wars qui a été annulée parce qu'ils ont torché leur précédent projet. Ah, shit. Et quand on a commencé à parler d'un spin-off ou 5, je n'étais déjà plus intéressé. Mais voilà, ils ont pris dans leur casting un acteur que j'aime beaucoup, Matt Smith, et je me suis dit, vas-y, on regarde un épisode pour voir ce que ça donne. Et c'est vachement bien. Ça alors? Il y a le niveau d'écriture des premières saisons de GOT avec le budget des dernières saisons. Ça adapte une histoire déjà écrite et terminée, donc ils savent où ils vont pour adapter le récit. Je vous jure, je regarde plein de séries, c'est vraiment ma préférée du moment et de loin. Sauf Arcane. Mais Arcane, c'est hors catégorie, c'est illégal de faire une série aussi bien et criminel de faire une série aussi bien dans l'univers de League of Legends. Bref, aujourd'hui j'ai envie de parler de mon ex toxique avec qui je me suis remis, l'univers du Trône de Fer et sa série la plus récente, House of the Dragon. J'aimerais présenter la série pour celles et ceux qui sont passés à côté, discuter de ses points faibles parce qu'elle en a, de ses points forts et de pourquoi, à mon humble avis, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment sur le petit écran. Je vais garder le niveau de spoil au minimum, mais si jamais, sachez qu'il y aura des images de la saison 1 et de la saison 2. J'essaye de vous protéger comme je peux, mais je ne suis pas un VPN. D'ailleurs, cette vidéo vous est présentée en partie par CyberGhost VPN. Depuis le temps que je vous le dis, vous le savez, j'utilise tous les jours leur VPN pour sécuriser ma connexion internet. Petit rappel, un VPN ou réseau privé virtuel, c'est un moyen efficace de parcourir anonymement les moindres recoins d'internet, en toute sécurité. En utilisant CyberGhost VPN, vous masquez votre adresse IP, vous chiffrez vos données et tout votre trafic internet passe désormais par un tunnel sécurisé. Vous pouvez utiliser la géolocalisation pour vous connecter via une IP belge et regarder les courses auto et moto sur la RTBF par exemple. Cette fonctionnalité vous permet également de débloquer les contenus restreints géographiquement sur plus de 40 plateformes de VOD, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou plein d'autres. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et n'importe quel autre système d'exploitation. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement afin de partager le service avec votre famille et vos amis. Vous pouvez ainsi rattraper les derniers animés de la saison sur votre ordinateur pendant que votre maman se fait l'intégralité de Bridgerton sur la télé du salon. CyberGhost a plus de 38 millions d'utilisateurs et une note excellente sur Trustpilot, alors vous pouvez leur faire confiance. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas un instant, suivez mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits. Seulement 2 € par mois. Si ça ne vous convient pas, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser et en cas de problème, il y a un support en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est le moment ou jamais, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Donc, Inceste et Dragon, oui, c'est le petit surnom mignon que je lui donne, vous savez comme c'est dans un couple. C'est un préquel à Game of Thrones, déjà ça commence mal. Elle adapte Feu et Sang, un roman en 2 parties écrit par George R.R. Martin qui se présente sous la forme d'un texte d'histoire écrit dans l'univers de Westeros, retraçant la dynastie Targaryen avec de nombreuses sources qui se contredisent. J'ai pas lu les bouquins. Pour info. J'ai tellement kiffé la saison 1 que je me suis dit, vas-y, on se laisse porter sans avoir d'attente liée à l'œuvre originale. Donc là, je vous ai lu du Wikipédia. Tout ça pour dire que c'est une œuvre terminée qui est adaptée et que par sa nature d'être un texte diégétique avec des témoignages qui se contredisent, c'est une source qui peut être adaptée assez librement. Tout changement fait par la série s'explique par le fait qu'on regarde la vraie histoire telle qu'elle se déroule
et pas ce qui a été écrit à son sujet. On se trouve donc quelques siècles avant le début de Game of Thrones, en plein âge d'or des Targaryen et de leurs dragons. Et on va surtout suivre Rhaenyra Targaryen et toutes les personnes qui orbitent autour d'elle. Son père, le roi Viserys, son oncle, Daemon, sa confidente, Alicent. C'est Alice conjuguée à la troisième personne du pluriel, Alicent. On retrouve donc le monde de Westeros, et quel plaisir que d'entendre ce son, suivi de cette musique. Et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est laid. Bon allez, on va commencer par les points faibles d'inceste et dragon. Déjà, le générique. Le choix a été fait de ne pas changer une formule qui marche et de garder le générique de Game of Thrones comme musique pour le générique d'Inceste et Dragon. Alors au début, ce choix m'a un peu déçu, vous comprenez, ça réveille des traumatismes passés et ça pète un petit peu l'identité de la série en elle-même, ça la rattache complètement à sa grande sœur. Et les visuels sont dégueux, je suis désolé, c'est très moche. Mais au fil des épisodes, je m'y suis fait. Je reste un peu triste que la série n'ait pas son propre thème musical, mais je dois avouer que de 1, le thème de Game of Thrones est un banger absolu, et de 2, c'est un peu une invitation à rentrer dans le monde de Westeros. C'est vrai que cette musique te plonge dedans, ça te happe et ça te prépare parfaitement à être en immersion dans cet univers. Et en plus, la saison 2 change les visuels pour faire quelque chose de bien plus joli et créatif, donc je pardonne ce péché. Mais une grosse critique faite à la série après ce générique repris directement de Game of Thrones, c'est le fait qu'on voyage pas tant que ça dans Westeros. Encore une fois, défaut de la saison 1, mais en effet, là où Goth nous montrait toujours plein d'endroits et de gens dans les 7 couronnes et au-delà, bon bah Inceste et Dragon, c'est Port-Réal, le château à Port-Réal, les rues de Port-Réal, des plages non loin de Port-Réal, la forêt de Port-Réal. On voyage moins. Dans la saison 1, attention. Et on suit moins de personnages, ou plutôt, tous les personnages sont au même endroit et leur récit est commun, dans la saison 1. Donc oui, on voit pas de Stark, de Greyjoy, de Tully, de Martell, on voit des Targaryen. C'est Targaryen ou Targaryen en VF? J'avoue, j'ai toujours regardé en VO et dans les bouquins c'est écrit. Moi je dis Targaryen, mais en vrai, comme ils sont basés sur l'invasion normande de l'Angleterre, c'est peut-être plus logique de le prononcer à la française. Mais bon, Targaryen, ça sonne comme bon arien, c'est pas super classe. Je vais continuer de dire Targaryen, désolé pour la tangente. Bref, c'est le Targaryen Show, et je peux comprendre que ce soit un peu décevant quand on préfère les autres familles. Je suis moi-même un Stark dans l'âme. Et puis, nouvelle maison quand même, les Hightower, avec Otto, main du roi, et sa fille Alicent. Donc en gros, si dans Game of Thrones vous n'aimiez pas les passages à Port-Réal avec les intrigues de palais, les histoires de politique, de corruption, de succession, vous allez avoir du mal avec Inceste et Dragon. Surtout au début. D'autant que la saison 1 est vraiment un prologue. Les événements s'étalent sur plusieurs années, on prend bien le temps d'établir tous les enjeux, de creuser les personnages, les relations, c'est très lent, je vous l'accorde. Mais moi ça me fait un bien fou, une série qui prend le temps de raconter son histoire en 2024. Et oui, niveau magique et fantasy, y a pas grand chose. Enfin, il y a des gigantesques dragons, avec chacun sa propre morphologie, des magnifiques créations numériques qui semblent plus vraies que nature, mais à part ça, y a pas grand chose. Pourquoi je prends un accent suisse ? Non, j'ironise, mais c'est vrai que la saison 1, c'est plus inceste que dragon. Ah oui, série sur les Targaryen oblige, ça y va sur l'inceste. Alors si vous êtes pas à l'aise avec ça, ce qui peut se comprendre, passez peut-être votre chemin. Je dis pas que je suis à l'aise avec l'inceste, attention, mais l'univers de Westeros et surtout les Targaryen sont très incestueux. Tu veux les dragons stylés, tu dois tolérer les bisous entre frères et sœurs, on n'a rien sans rien dans la vie. Et en vrai, j'ai déjà fait à peu près le tour de ses défauts, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette série et je préférerais parler de ses qualités maintenant. Surtout que la série a suffisamment de haters, si vous voulez des critiques négatives, pertinentes ou non, vous trouverez sans souci. Comme je disais, c'est bien écrit. Avant toute chose, les scripts sont solides. Ils dépeignent un univers crédible et cohérent, avec des personnages fascinants, qu'ils prennent le temps de nous présenter et de développer. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo sur Game of Thrones où je parlais de la différence entre narration psychologique et narration sociologique. Le point fort des premières saisons, c'était que les choix des personnages étaient définis avant tout par leur place dans la société, que les événements du récit dépendaient des règles de son univers, alors que les dernières saisons partent sur du psychologique à fond, les personnages deviennent des acteurs indépendants, et plus rien n'a de conséquences. Inceste et Dragon revient en force là-dessus. On a de la narration sociologique partout. Chaque personnage est défini profondément par son rôle dans la société. En particulier Rhaenyra de par son rôle d'héritière du trône et de femme, mais aussi Daemon dont l'existence tourne autour de sa naissance après son frère le roi, et tellement d'autres. Les personnages renforcent l'univers renforce les personnages, c'est parfait pour un récit qui se veut comme quasiment historique, bien que dans un univers fictionnel. Tout est cohérent, chaque décision a des conséquences, c'est exactement ce que j'aimais dans les premières saisons de Goth et que je retrouve
retrouve en encore plus maîtrisé dans Inceste et Dragons. Sauf que dans GOT, au début, il y avait du budget, mais il y en avait beaucoup moins. Et là, on a vraiment tous les moyens qui sont mis pour donner vie à cet univers. On en reparlera, mais avoir de bons scripts et les moyens financiers de leur donner vie, ça change tout. Genre, dans les premières saisons de GOT, tu avais des batailles entières qui avaient lieu hors champ. Il y avait très peu de scènes d'action, et elles étaient très modestes. Et c'est con, mais quand il y a un événement important dans un récit, c'est mieux de pouvoir le montrer. Et Inceste et Dragons peut le montrer. Des bons scripts, c'est aussi très cool quand tu peux les donner à d'excellentes actrices et acteurs. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à regarder pour un acteur que j'aime beaucoup, Matt Smith. Il y est excellent, évidemment, mais il se fait voler la vedette. Paddy Considine, Emma Darcy, Olivia Cooke, Ricci Fans, ils sont tous au sommet de leur art, avec des scripts encore une fois bien mieux écrits que ceux de GOT. Les actrices et acteurs de Game of Thrones sont incroyables aussi, hein, mais là on n'est pas au même niveau en termes de ce qu'on leur demande. Ici c'est fin, chaque personnage a 3000 couches de profondeur, d'histoire et de traumatisme qui sous-tendent chaque ligne de dialogue. Je pense qu'en tant qu'acteur à la télévision, des rôles comme ça t'en trouves rarement. Et tu vois qu'ils donnent tout. Et c'est ça aussi que je trouve nulle part ailleurs à la télé. De Netflix à Amazon en passant par Disney+, ce niveau d'amour et de passion investi par toutes les personnes travaillant sur le projet, je ne le vois que dans Inceste et Dragons. Et sans doute que je le vois grâce à mon truc préféré avec cette série, surtout depuis la saison 2 où tout sort sur YouTube après chaque épisode, les making-of. J'ai une fascination qui remonte à l'enfance avec les making-of à cause d'une petite VHS du making-of de la trilogie originale Star Wars. C'est un peu une fenêtre ouverte sur comment la magie opère, comment créer l'illusion. Et la réponse à cette question, comment on fait un film ou une série, c'est avec des gens, des travailleurs. Plein de travailleurs. Le problème, c'est que beaucoup de making-of, même les inside the épisodes d'Inceste et Dragons, ne tournent qu'autour de très peu des métiers de l'audiovisuel. On a évidemment le producteur qui nous parle de sa vision globale pour l'épisode, la réal qui va parler d'une ou deux scènes particulièrement difficiles à tourner, puis les enjeux pour les personnages dans cette scène, et ensuite les actrices et les acteurs qui racontent leurs ressentis sur ce qu'ils ou elles ont joué. Parfois, on a les scénaristes. Et généralement, ça s'arrête là. Mais ce que fait HBO avec cette série, je trouve ça super. Ils sortent en compagnon des épisodes une série documentaire, un making-of en réalité, qui explore tous les autres métiers nécessaires à donner vie au monde de Westeros. Ce joli plan sous la pluie, c'est ce mec-là qui a mis au point le système de bassin artificiel qui se vide et se remplissent. Les dragons qui crament des gens, c'est un mec avec un lance-flamme, des cascadeurs, et pour chaque cascadeur, 2 personnes avec un extincteur. Mais avant même qu'on en arrive là, il y a les concept artistes qui réfléchissent au décor, aux costumes, il y a le storyboard qui prépare la scène, puis il y a des costumiers, des maquilleurs, des gens qui construisent les décors, des chargés de prod dont le métier est d'assurer que tout le monde soit là où ils doivent être, au moment où ils doivent l'être, des équipes caméra qui doivent inventer des rigs pour rendre un plan impossible possible, des artistes VFX qui travaillent en amont pour que leurs effets spéciaux soient le plus réussis possible. Bref, une série comme ça, c'est des centaines d'artisans, de techniciens, d'artistes, de cuistots, de comptables. Eux, on les voit pas dans les making-of, bizarrement. Et pourtant leur travail est essentiel. C'est un travail collectif où tout le monde doit donner le meilleur de soi pour le meilleur rendu possible. Et je vous jure, pour regarder beaucoup de making-of, il n'y a pas d'autres séries comme celle-là. Pas en ce moment, pas avec la façon dont les plateformes de streaming fonctionnent. C'est pas un hasard si Inceste et Dragons est unique. Il y a aussi derrière un modèle de financement qui permet de mettre les moyens dans une série comme ça. Déjà, ils sortent une saison tous les 2 ans. On en revient au fait de prendre le temps de bien raconter les choses. Peut-être que si Disney mettait le budget de 3 séries dans une seule, il pourrait atteindre ce niveau. Mais non, parce qu'il faut 3 séries qui sortent pour remplir le catalogue Disney+. Pareil pour Netflix. Netflix c'est pire parce qu'ils misent tout sur les premières saisons. Une nouvelle série ça ramène des abonnés, terminer la série ça sert à rien. Super modèle. Amazon, je sais pas comment ils investissent leur thune sur les anneaux de pouvoir. Mais il y a clairement un problème de base dans le scénar de toute façon. Mais clairement, Inceste et Dragons, c'est la seule série de l'imaginaire que je regarde et qui me donne l'impression de regarder un autre monde. Il y a beaucoup de très bonnes séries qui se déroulent dans notre monde. Mais il y a quelque chose de particulier pour moi dans le fait de créer un univers qui n'existe pas. Parce que c'est le défi ultime de l'audiovisuel, créer l'illusion pour permettre l'immersion. C'est pour ça que l'animation c'est trop bien au passage. Et je suis désolé, quand je vois les décors des séries Disney ou Netflix, j'ai l'impression de voir du carton-pâte. Je vois l'éclairage. Le tout généralement au service de scripts médiocres. Inceste et Dragons, c'est la rare exception de scripts excellents avec des moyens à la hauteur du récit qu'on veut raconter. Et je reste vague en décrivant l'histoire pour ne pas spoiler parce que c'est pas poli, mais vraiment le personnage de Viserys c'est un trésor qu'on ne mérite pas. Le développement de l'intrigue, une lente chute vers une catastrophe inévitable. Et pas de mystery box, c'est merveilleux. Tu peux deviner complètement tout ce qui va se passer dès le premier épisode et être quand même happé par l'histoire parce que tu veux voir comment on en arrive à cette fin prévisible. C'est de la tragédie grecque ou shakespearienne, avec des dragons et du cul. Du cul entre membres de la même famille, mais ça... bon. Et vraiment, si vous regardez aussi les making-of, je pense que ça fait partie des meilleurs qui existent, presque aussi fous que ceux du Seigneur des Anneaux.
Et encore une fois, je veux pas spoiler, mais la saison 2, c'est la fin de l'acte 1. C'est déjà incroyable et ça commence à peine. J'ai vu beaucoup de gens déçus de ça en ligne d'ailleurs, et je trouve ça terrible d'être gâté au point de rechigner une série de cette qualité. Il y a des gens qui disent qu'il se passe rien dans la saison 2. Ces gens-là, je les invite à retourner voir la saison 2 de Game of Thrones, il n'y avait pas de combat à d'autres dragons, hein. Et pour une fois, je peux me permettre d'être un petit peu excité, un peu content, un peu captivé, émerveillé par une série comme je l'ai pas été depuis... Game of Thrones, soyons honnêtes. Et ben je me le permets. Même si j'ai déjà été déçu par GOT, j'ai plus d'espoir ici pour les raisons que j'ai énoncées. Déjà, les bouquins sont terminés. Et ensuite, les gens qui taffent sur cette série sont animés d'une passion si débordante, d'un talent si fou, ils se donnent tellement, je vous jure, c'est un rayon de soleil dans ma vie. Alors ouais, je suis de retour avec mon ex toxique. Ouais, je joue un jeu risqué, mais je vous jure que l'amour est là, qu'il est vrai, et que je retrouve ce frisson à chaque fois que j'entends le thème de Game of Thrones. Bon par contre, j'avoue, à chaque fois que la série fait une allusion au futur événement de GOT... Un énorme merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la réduction de 83% et des 4 mois gratuits. Protégez vos données de navigation pour 2 € par mois seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à en regarder une autre par ici. Un énorme merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Un énorme merci à Morgan Minkampo, Yohan Adi, M. Laetitia Fem, Thomas Iwan R, le maître du Doliprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Kevin de Namur, Emma Ben Naïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel, M. Oriona, Jalba Ondil, Super Jésus 2, Azerxim, Aceitix, Léov, Jocelyn Guillotot, Alikos, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Oscar K, Aegolius une deuxième fois, Jérôme Gilou et Baphomat. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos, Tropper. Out.